Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Ludonote, les mondes du jeu vidéo. Durant notre précédent cours, on s'est intéressé au level design et cette fois-ci on va s'intéresser à une partie fondamentale de tout jeu vidéo, la narration et le world building. Alors si vous êtes intéressé par l'écriture, n'hésitez pas à voir dès maintenant les cours du programme Scriptonote, les mondes de l'écriture. Qu'est-ce que c'est que le narrative design? C'est l'art de concevoir les éléments narratifs interactifs d'un jeu vidéo pour créer une expérience immersive et cohérente. Contrairement à l'écriture de scénarios traditionnels, le narrative design intègre l'histoire dans le gameplay, les mécaniques et les systèmes du jeu. Il englobe la création de dialogues, les quêtes, les personnages, les environnements narratifs et bien évidemment le lore. L'objectif principal est d'équilibrer l'interactivité avec le récit pour garantir une immersion totale du joueur. On peut voir sur la droite le début émouvant du jeu The Last of Us. Quelle différence entre histoire et gameplay narratif? L'histoire et le gameplay narratif sont deux aspects complémentaires mais distincts dans un jeu vidéo. Les points clés: dans une histoire traditionnelle, on suit une structure linéaire avec des éléments comme l'introduction, le conflit et la résolution, avec des cinématiques et du texte. Pour le gameplay narratif, on transmet des éléments narratifs directement via l'interaction du joueur avec le jeu, avec la narration environnementale ou des choix dans les dialogues. Par exemple, dans une histoire traditionnelle, on peut avoir en tête les cinématiques de Final Fantasy, et en termes de gameplay narratif, découvrir justement les logs audio dans BioShock. Le narrative designer veille à ce que ces deux éléments se complètent pour éviter toute incohérence. Quels sont les rôles du narrative designer? Tout d'abord, c'est une collaboration interdisciplinaire. Ici, l'idée est de travailler avec les level designers pour intégrer des histoires dans les niveaux, collaborer avec les artistes pour renforcer l'atmosphère et l'immersion, soutenir les programmeurs pour intégrer des systèmes narratifs complexes, par exemple avec des choix multiples. Les tâches principales sont développer le lore et l'univers, concevoir des arcs narratifs cohérents, écrire les dialogues, les descriptions et les quêtes. On peut avoir en tête The Witcher 3, où les narrative designers, il peut y en avoir plusieurs, ont joué justement un rôle clé dans l'équilibre entre les quêtes principales et les quêtes secondaires. Quelle est l'importance du storytelling dans le jeu vidéo? Tout d'abord, le storytelling est un moteur clé pour l'engagement émotionnel et l'immersion des joueurs. Il va permettre de créer un attachement émotionnel au personnage. Ça ajoute une signification supplémentaire au gameplay et ça différencie un jeu dans un marché extrêmement saturé. L'impact sur les joueurs, c'est que ça permet aux joueurs de se projeter dans les mondes fictifs, par exemple dans Mass Effect, et ça favorise la mémorabilité, par exemple la fin de The Last of Us, premier du nom et deuxième. Dans Red Dead Redemption 2, on peut le voir sur l'image à droite, à un moment crucial du jeu, ça utilise une narration immersive pour explorer des thèmes assez complexes comme la moralité et la rédemption. On va essayer de différencier jeu narratif et narration émergente. Les jeux narratifs et les narrations émergentes représentent deux approches différentes pour raconter une histoire dans un jeu. Les jeux narratifs, il y a un scénario qui est soigneusement écrit et linéaire, il y a un contrôle total des développeurs sur l'histoire, on peut avoir en tête The Last of Us et Life is Strange, et on peut avoir des systèmes de narration émergente. Ici, les histoires sont générées par l'interaction des joueurs avec le monde et les systèmes. Il y a moins de contrôle des développeurs, mais des expériences uniques basées sur les choix du joueur. On peut avoir en tête Minecraft ou les Sims. Idéalement, l'idée c'est d'avoir la combinaison des deux. Dans The Witcher 3, le jeu combine une narration principale forte avec des choix qui influencent les déroulements de l'histoire. Intéressons-nous maintenant au principe du narrative design. Tout d'abord, il y a la relation joueur et histoire. Il faut comprendre la relation entre le joueur et l'histoire, car c'est fondamental pour créer une narration interactive qui engage. Les points clés sont l'immersion, on l'a dit plusieurs fois, le joueur doit se sentir partie intégrante du monde, l'histoire est vécue à travers ses actions, et pas seulement racontée. La perspective est très importante. Le choix entre narration à la première ou troisième personne influence fortement la connexion émotionnelle. En termes d'interaction, les actions du joueur doivent avoir un impact visible sur le déroulement de l'histoire. On a parlé aussi dans un précédent cours d'agency. The Last of Us, justement, réussit à créer un lien émotionnel profond entre le joueur et les personnages, rendant chaque décision ou perte très significative. Établir des thèmes narratifs très forts, c'est ça qui va permettre de créer un fort engagement avec les joueurs. Les points clés sont tout d'abord définir une thématique claire, identifier les idées centrales que le jeu explore, la rédemption, le sacrifice, la justice, intégrer les thèmes dans le gameplay. Les mécaniques de jeu doivent refléter les thèmes narratifs, par exemple la manipulation du temps dans Braid pour explorer le regret. En termes de cohérence, tous les éléments narratifs, les personnages, les dialogues, les environnements, doivent soutenir les thèmes centraux.
Dans le jeu qu'on peut voir à droite, Spec Ops The Line, le thème de la moralité en temps de guerre est renforcé par des choix difficiles et des conséquences psychologiques. Encore une fois, si vous voulez voir comment écrire de belles histoires engageantes, vous pouvez aussi vous intéresser au cours Scriptonautes pour comment écrire une série, parce qu'il y a des liens avec l'écriture de séries, notamment les arcs narratifs des personnages. Car ici, dans un jeu vidéo comme dans une série, on suit un personnage sur un temps long. Un arc narratif va guider les joueurs à travers des moments marquants, tout en maintenant leur intérêt. On peut tout d'abord s'inspirer d'une structure traditionnelle qui est basée sur la pensée d'Aristote, que toute bonne histoire comporte un début, un milieu et une fin. On parlera aussi d'introduction, de conflits, de climax et de résolution. Avoir des arcs multiples, donc créer des arcs secondaires qui enrichissent l'histoire principale, notamment avec les quêtes secondaires dans The Witcher 3. Et en termes d'évolution du personnage, montrer le développement émotionnel et psychologique des personnages à travers les événements du jeu. C'est quelque chose auquel j'insiste beaucoup durant le programme Scriptonautes, ce qui est fondamental dans l'écriture d'un personnage, c'est sa transformation, c'est son évolution. Dans Mass Effect, les arcs de personnages secondaires se croisent avec l'histoire principale, ce qui offre une richesse narrative. Quelle différence entre narration linéaire et narration non linéaire? La structure narrative affecte évidemment directement l'expérience du joueur. Les points clés à retenir ici sont, en termes de narration linéaire, c'est une histoire prédéterminée avec peu ou pas de variations, Uncharted ou The Last of Us, et une narration non linéaire, ici, le joueur influence le déroulement de l'histoire. On peut avoir en tête les jeux de Quantic Dream, tels que Detroit Become Human ou Heavy Rain. On peut s'inspirer des deux structures, avoir une structure hybride, comme dans The Witcher 3, qui combine les deux approches, en offrant des choix tout en maintenant une trame principale. Les défis sont que la narration non linéaire nécessite une conception minutieuse pour éviter des incohérences ou une dilution des enjeux narratifs. Les choix et leurs conséquences. Les choix, évidemment, sont un outil puissant pour renforcer l'implication du joueur dans l'histoire. Il faut que chaque action, chaque choix fait par un joueur doit avoir un impact visible. Les conséquences des choix doivent être perceptibles directement par le joueur, par exemple des changements dans l'environnement, les dialogues ou des fins multiples. Il faut qu'il y ait des choix moraux, forcer le joueur justement à réfléchir sur ses valeurs aux priorités, par exemple sauver un personnage ou en sacrifier un autre. Penser à un équilibre, même les choix mineurs doivent apporter une satisfaction narrative ou un impact tangible. Dans Life is Strange, on utilise des choix avec des conséquences à court et à long terme, souvent imprévisibles, justement pour surprendre les joueurs. Quelques techniques de narration en temps réel. La narration en temps réel, pour rappel, utilise des événements et des interactions dynamiques pour immerger le joueur dans l'histoire. On va utiliser des techniques, on en a parlé durant les précédents cours, de narration environnementale, justement l'idée étant de raconter des histoires à travers des indices visuels ou des objets interactifs. Ça peut être des journaux, des peintures, des restes d'événements. Avoir des événements dynamiques comme créer des moments narratifs qui dépendent des actions du joueur, par exemple l'attaque surprise dans Half-Life 2. En termes de synchronisation, l'idée est d'intégrer la narration dans le flux naturel du gameplay pour éviter les ruptures d'immersion. Dans Red Dead Redemption 2, on peut le voir sur la droite, les conversations spontanées et les événements aléatoires enrichissent l'immersion narrative. Comment créer des personnages mémorables? D'abord, on va essayer d'avoir en tête quelques caractéristiques de personnages attachants. Les personnages attachants captent l'attention des joueurs et créent une connexion émotionnelle durable. Nombreux d'entre vous, justement, se souviennent des personnages, tels que Joel dans The Last of Us, bien après avoir fini le jeu. Les points clés sont, tout d'abord, penser les personnages en termes de complexité. Les personnages doivent avoir des qualités, des défauts et des contradictions. On s'inspire de la réalité. Il n'y a pas de personnage tout blanc ou tout noir. Joel dans The Last of Us, justement, est l'anti-héros qui agit par amour et prend des décisions moralement discutables. Il faut qu'on puisse s'identifier à ces personnages-là, donc donner aux personnages des traits humains ou des motivations universelles, telles que la survie, l'amour ou la vengeance. En termes d'originalité, il faut créer des personnages uniques par leurs apparences, leurs dialogues et leurs comportements. C'est ça qui va pouvoir les singulariser. En termes d'émotion, évidemment, les joueurs doivent ressentir de l'empathie ou de l'antipathie envers eux pour les rendre mémorables. Raisonner en termes de protagoniste et d'antagoniste. Un bon protagoniste et un antagoniste fort sont les moteurs de la narration. Le protagoniste, tout d'abord, on peut le définir comme le héros, voire un anti-héros.
Il doit avoir un objectif clair et une progression visible, par exemple à l'œil dans Horizon Zero Dawn, et on l'a dit, la transformation du personnage est clé. Donc son évolution doit refléter les thématiques du jeu. Un antagoniste réussi est plus qu'un obstacle. On peut voir sur la droite Andrew Ryan du jeu BioShock. Il est souvent le miroir des défauts et des faiblesses du protagoniste. C'est comme ça qu'il faut le voir. Ce n'est pas juste un personnage mineur, un méchant tout noir. Il faut qu'il y ait une certaine, que ce soit chez le protagoniste ou chez l'antagoniste, une certaine forme d'ambiguïté morale. Les meilleurs personnages floutent les lignes entre le bien et le mal, rendant leurs actions compréhensibles, même si elles sont condamnables. Les personnages secondaires, même si on parle de personnages secondaires, sont extrêmement importants dans toute bonne histoire. Pourquoi ? Car ils enrichissent le monde et soutiennent les arcs narratifs principaux. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? C'est en termes de soutien narratif, ils vont fournir des informations, ils vont enrichir l'univers, ils vont aider à développer le protagoniste. Par exemple, dans God of War qu'on voit à droite, Mimir, justement, offre une exposition tout en divertissant. Il a un rôle divertissant, mais il apporte des intrigues sur le lore. En termes de développement personnel, il donne aux personnages secondaires, l'idée étant de donner aux personnages secondaires leur propre motivation et objectifs. Il faut qu'il y ait une interaction dynamique entre le protagoniste et les personnages secondaires. Ces personnages, justement, doivent réagir aux choix et aux actions du joueur pour renforcer leur crédibilité. Évitez évidemment les personnages uniquement fonctionnels, qui manquent de profondeur, qui n'apportent pas grand-chose en termes de thématique ou de narration. On l'a dit, un bon personnage est un personnage qui se transforme, qui évolue tout au long de l'histoire. La question n'est pas de savoir s'il devient bon ou il devient mauvais, mais la question c'est qu'il se transforme, qu'il comprend quelque chose sur lui-même. C'est ainsi qu'il va pouvoir devenir mémorable et engageant. L'arc de transformation, ça va être montrer comment les expériences du joueur à travers le personnage modifient les croyances ou ses comportements. Dans Red Dead Redemption 2, Arthur Morgan, justement, va avoir une progression morale influencée par ses actions et son destin. Les défis sont que les personnages doivent affronter des conflits internes, donc ça, basés sur leur propre psychologie, ou externes, si c'est un antagoniste, pour pouvoir justement évoluer. La progression doit être visible, donc il faut introduire des changements progressifs à travers les dialogues, les actions, et même l'apparence physique. Raisonner en termes de background et de motivation des personnages. Il faut penser au passé des personnages, il faut construire leur passé. Car un passé bien construit donne de la profondeur et justifie les décisions des personnages. Il faut donner des origines claires, montrer comment le passé du personnage influence ses choix actuels. Par exemple, Kratos dans God of War, qui est traumatisé par son passé, notamment avec sa famille décédée, et ses choix passés dans les précédents jeux qui se déroulent en Grèce. Il faut qu'il y ait une motivation crédible. Chaque action doit être justifiée par des désirs ou des besoins cohérents. Il faut laisser planer un peu de mystère sur leur passé. Si on révèle tout, ça devient trop simple pour le joueur. Donc laisser justement des éléments non révélés, justement, ça va permettre de créer et d'intriguer un peu plus les joueurs. Raisonner en termes de conflits internes, donc ajouter des dilemmes personnels pour enrichir justement les personnages. On peut voir sur la droite justement le Master Chief. Bon, l'idée géniale ici est de ne jamais voir le visage du personnage, ce qui intrigue d'autant plus les joueurs, et chaque joueur peut s'identifier au Master Chief dans Halo, car il n'a pas de visage donné. En termes de dialogue, il faut raisonner en termes de dialogue efficace et crédible, justement pour pouvoir transmettre la personnalité et les émotions des joueurs. Raisonner en termes d'authenticité, les dialogues doivent pouvoir refléter la personnalité, le passé et les émotions des personnages. Par exemple, dans Uncharted, le ton désinvolte de Nathan Drake, justement, contraste avec les situations tendues, ce qui va pouvoir l'humaniser à travers des séquences mémorables. En termes d'économie, justement, économie de dialogue, éviter justement les dialogues trop longs ou inutiles, chaque ligne doit servir à l'histoire ou au développement du personnage. Il faut penser en termes de variation des tons, mélanger un peu d'humour, d'émotion et de tension pour rendre les échanges captivants. Il faut que chaque personnage ait sa voix distincte. Pourquoi ? Car il doit développer une façon unique de parler, ce qui va correspondre à son identité et à ses origines. On va cette fois-ci raisonner un peu plus en termes de narrative design, un peu plus avancé. Donc la narration environnementale, on a dit c'est quelque chose de clé, on en a parlé aussi dans le cours du level design.
La narration environnementale consiste, pour rappel, à utiliser les éléments visuels du monde, les objets, l'architecture, les décors, pour raconter une histoire ou transmettre une ambiance. Les techniques sont ajouter des indices visuels qui incitent à l'interprétation, par exemple des photos, des journaux, et jouer sur les contrastes dans le décor pour transmettre des émotions ou un ton. L'idée ici est d'engager directement le joueur en le rendant actif dans la découverte de l'histoire. Et ici, le level design est fondamental. The Last of Us, on peut l'avoir en tête, on peut le voir sur la droite justement, où il y a plein de détails environnementaux, des graffitis, des cadavres, des objets abandonnés, qui racontent justement l'effondrement de la société, comme on peut le voir sur la photo de droite. On peut utiliser des journaux, des lettres et des artefacts narratifs, comme on peut le voir sur la droite avec les journaux audio dans BioShock. Leur rôle, ça va être de fournir des informations sur le passé ou les événements, qui ne sont pas montrés directement, et ça va développer les personnages ou l'histoire secondaire sans interrompre justement l'action principale. Ces éléments doivent être intégrés de manière logique et naturelle dans le monde pour renforcer l'immersion. On peut raisonner aussi en termes de récit dans le récit, on parle aussi de métanarration. La métanarration introduit des récits parallèles ou intégrés, souvent pour refléter ou commenter l'intrigue principale. Ici, l'idée est d'introduire des personnages qui racontent ou vivent leur propre histoire au sein du récit principal, utiliser des objets narratifs, on l'a dit, comme des livres ou des films dans le jeu, qui reflètent le thème central. Ça va permettre d'engager les joueurs sur plusieurs niveaux, en enrichissant leur compréhension des thématiques et des enjeux. On peut avoir en tête le jeu Nier Automata, où les multiples points de vue et fin offrent une réflexion sur la nature du choix et du sacrifice. Il faut aussi subvertir les attentes narratives. L'idée ici est d'introduire des éléments narratifs qui semblent familiers, puis justement les détourner. Utiliser des rebondissements inattendus pour renforcer le suspense ou provoquer une réflexion. Jouer avec la fiabilité des personnages ou des narrateurs. On parle aussi de techniques de narration non fiable. En fait, on a un narrateur qui peut tout simplement mentir sur sa narration. L'impact, c'est que la subversion narrative intrigue et pousse le joueur à réévaluer ses hypothèses. Dans Spec Ops The Line, le joueur commence avec des attentes classiques d'un jeu de guerre, mais est confronté à une déconstruction du genre. Je ne spoil pas, n'hésitez pas à vous intéresser à ce formidable jeu. On peut le voir sur la droite, le jeu Stanley Parable joue avec la relation joueur-jeu en brisant le fameux quatrième mur. On peut penser à des structures narratives qui reprennent des structures géométriques, c'est-à-dire on peut avoir une narration linéaire, une narration circulaire, une narration en mosaïque, etc. etc. Pareil, je vous invite à vous intéresser au programme Scriptonaut pour avoir plus en détail les différentes structures narratives. On va en parler de quelques-unes. Tout d'abord, la structure circulaire. L'histoire retourne à son point de départ, souvent avec une compréhension différente. Dans le jeu Outer Wilds, qu'on voit à droite, il y a une boucle temporelle qui donne du sens à chaque action. En termes de storytelling fractal, l'idée étant de répéter des thèmes ou des motifs à différentes échelles dans le récit où chaque détail reflète l'ensemble. On peut avoir en tête Hollow Knight où les mythes des personnages se connectent à un thème central de déclin ou de renaissance. Ces différentes structures vont offrir des expériences riches et satisfaisantes, idéales justement pour des récits complexes ou symboliques. L'arborescence narrative est très importante et on va s'y intéresser de plus près. Qu'est-ce que c'est qu'une arborescence narrative? C'est un modèle qui organise les différentes branches dans l'histoire, qu'elles soient principales ou secondaires, pour offrir aux joueurs une expérience dynamique et interactive. L'objectif est de structurer le flux narratif de manière à intégrer une quête principale, ça va être la structure principale du jeu, qui guide l'histoire principale, et les quêtes secondaires qui enrichissent l'univers du jeu et qui offrent de la profondeur. Une bonne arborescence permet de maintenir un équilibre entre le besoin de la progression de l'histoire et la possibilité d'explorer des récits secondaires. On peut le voir à droite, justement c'est l'arborescence narrative du jeu Detroit Become Human, où le joueur peut faire des choix moraux, ce qui va changer et l'amener vers des fins multiples. La quête principale est la trame centrale. C'est l'objectif central autour duquel gravitent tous les autres éléments du jeu. La quête principale doit fournir la direction et les enjeux majeurs de l'histoire. Les éléments clés, on en a un peu parlé. Le protagoniste et l'antagoniste de l'autre côté. Le protagoniste qui poursuit un objectif clair, qui est opposé à un antagoniste ou à une force qui constitue un obstacle. On peut raisonner en termes de développement linéaire. Bien que l'histoire puisse proposer des choix, elle va suivre un chemin central qui doit garder une certaine cohérence. La structure, c'est la structure d'Aristote, un début, un milieu, une fin.
de façon un peu plus précise, une introduction, un développement avec des péripéties, un moment intense de tension qui va être la tension maximale qu'on appelle le climax, et enfin une résolution à la toute fin. Dans The Witcher 3, la quête principale suit Geralt dans sa recherche de Ciri tout en abordant des thématiques de famille, de destin et de sacrifice. Les quêtes secondaires sont parmi les plus importantes, c'est ce qui rend un jeu mémorable, c'est pas tant l'histoire principale, c'est vraiment les quêtes secondaires. Les quêtes secondaires, si elles sont réussies, ça va être des missions et des tâches optionnelles, qui, bien qu'elles ne soient pas essentielles tout d'abord à la progression principale, vont enrichir l'expérience du jeu en apportant de la profondeur au monde, aux personnages et aux thématiques. Quels sont les objectifs ici? C'est d'enrichir l'univers, ajouter des détails sur l'histoire du monde, les légendes, les personnages secondaires ou les lieux. Ça va permettre d'enrichir la profondeur émotionnelle. Certaines quêtes secondaires peuvent offrir des choix moraux, des dilemmes ou des arcs émotionnels intéressants pour le joueur. Ça va permettre aussi de donner des récompenses en termes d'exploration. Elle va offrir souvent des récompenses qui permettent d'améliorer les capacités du personnage, d'acquérir de l'équipement rare et d'ouvrir des nouveaux lieux. Dans Red Dead Redemption 2, les quêtes secondaires, telles que celles qui impliquent les chasseurs de primes ou les collectionneurs, donnent des aperçus de l'univers, tout en ayant un impact ici limité sur la quête principale. Quelle relation entre quête principale et quête secondaire? Il y a une hiérarchie narrative. La quête principale occupe le rôle central et régule l'orientation de l'histoire. Les quêtes secondaires s'insèrent comme des branches secondaires, c'est pour ça qu'on parle d'arborescence, qui permettent aux joueurs de s'écarter de la trame principale sans perdre la direction narrative. Les quêtes secondaires peuvent également apporter des informations contextuelles importantes sur la quête principale. L'idée, c'est pas forcément de faire quelque chose de totalement parallèle, pas du tout relié avec la quête principale. En termes de choix et de conséquences, parfois la progression dans certaines quêtes secondaires peut influencer la quête principale de manière subtile ou significative, par exemple une modification de la fin du jeu, l'ajout de personnages ou d'alliés. Dans Mass Effect ou The Witcher 3, les quêtes secondaires ont des répercussions justement sur la fin de l'histoire principale. Dans une arborescence narrative, les choix du joueur dans une quête principale et secondaire peuvent influer sur l'histoire de manière très importante. Ces choix justement peuvent mener à différentes conclusions, introduire des personnages ou des quêtes supplémentaires. Les choix moraux sont fondamentaux. Les quêtes secondaires sont souvent le terrain idéal pour insérer des choix moraux et éthiques qui complètent ou remettent en question la direction de la quête principale. Dans Witcher 3, les décisions dans les quêtes secondaires peuvent impacter, comme on l'a dit, l'issue des événements dans la quête principale, comme la survie de certains personnages ou de différentes alliances. Il faut raisonner en termes de flexibilité de l'arborescence narrative. De nombreux jeux, justement, comme on l'a dit, offrent une structure narrative non linéaire, où les quêtes principales et secondaires peuvent être explorées à tout moment, dans n'importe quel ordre. Dans Skyrim, ou The Elder Scrolls, le joueur peut choisir de suivre l'histoire principale ou de se concentrer sur des quêtes secondaires, tout en gardant une certaine fluidité dans la progression narrative. Il faut penser en termes de rejouabilité et d'exploration. Les quêtes secondaires sont souvent créées pour encourager aussi l'exploration et la rejouabilité. Les joueurs peuvent découvrir des nouvelles missions à chaque partie ou en fonction de leur choix dans l'histoire principale. Évidemment, si on a découvert une fin du jeu, on se pose la question, quelle serait l'autre fin? Donc ça nous donne envie en tant que joueur de relancer une partie. Il faut garder un équilibre entre quête principale et quête secondaire, donc garder le focus. L'un des plus grands défis du narrative designer justement est de maintenir un équilibre entre la quête principale et les quêtes secondaires, qui justement ne détournent pas l'attention du joueur de l'histoire centrale. Les quêtes secondaires ne doivent pas être perçues comme du remplissage, ça il faut absolument éviter, mais comme des éléments qui enrichissent et complètent l'univers du jeu, tout en restant cohérentes avec les thèmes et les objectifs principaux du récit. On va raisonner cette fois-ci en termes de karma et de dialogue interactif. Qu'est-ce que c'est que le karma? C'est un système de choix moral qui mesure les actions et les décisions du joueur et qui va influencer le déroulement du jeu et l'expérience du personnage. Quel impact du karma sur la narration? Le karma modifie les événements du jeu, les relations avec les personnages et même la fin de l'histoire. Il va créer des conséquences à long terme qui changent en fonction des choix moraux du joueur. Les dialogues interactifs, eux, permettent au joueur d'influencer l'histoire à travers ses réponses et ses choix verbaux, ce qui va permettre d'affecter la dynamique du jeu et du karma. Concentrons-nous un peu plus sur le concept du karma avec cette thématique centrale, les choix et les conséquences. Les actions du joueur, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont suivies et mesurées et affectent la réputation du personnage qu'on incarne, les relations et l'environnement du jeu. Dans Mass Effect, avec le système Paragon et Renegade,
ou Infamous justement, qui est un système de karma positif ou négatif, comme on peut le voir sur la droite. Les conséquences de nos choix doivent être visibles, elles peuvent être aussi invisibles. Les actions peuvent avoir des conséquences immédiates ou au long terme, donc visibles dans les relations avec les autres personnages et l'état du monde. Des personnages qui réagissent différemment, par exemple, avec des événements qui changent ou des fins alternatives. En termes de dialogue et de choix narratifs, il faut qu'il y ait un impact des choix du dialogue. Les dialogues permettent au joueur de choisir son approche. À chaque option, on va avoir une influence sur l'histoire et la relation avec les personnages et une évolution sur le karma. Dans Witcher 3, les choix des dialogues affectent non seulement la quête principale, mais aussi les relations avec les personnages secondaires et la dynamique du monde. On peut raisonner en termes de système de dialogue à branches. Chaque réponse ou question posée dans un dialogue mène à des conséquences qui vont rediriger le flux narratif, affectant l'histoire à court et à long terme. On peut le voir sur la droite avec Dragon Age, qui permet d'avoir des dialogues très nuancés avec des choix qui mènent à des événements alternatifs selon le karma du personnage. Il faut penser aussi au karma en termes de relations dynamiques. Le karma influence directement les relations du joueur avec les autres personnages du jeu. Un personnage peut devenir ami, ennemi ou neutre en fonction du comportement du joueur. Dans Skyrim, selon le karma du joueur, les PNJ justement réagiront différemment. Certains seront amicaux et d'autres plus hostiles. Il faut que les personnages répondent au karma du joueur. Certains jeux permettent de voir des changements directs dans les dialogues en fonction du karma, ce qui va offrir ainsi une évolution des relations basée sur les choix passés du joueur. Comme on peut le voir sur la droite, dans le jeu Fable, le karma affecte même l'apparence physique du personnage et les réponses des habitants du monde. Le karma va permettre aussi d'avoir des multiples fins. Les décisions du joueur affectent non seulement l'histoire principale, mais aussi la conclusion du jeu, avec des fins alternatives possibles en fonction du karma accumulé. Dans The Walking Dead de Telltale, le joueur prend des décisions cruciales qui influencent la survie des personnages et le destin du groupe. Il faut que les impacts soient durables. Certaines décisions ne sont pas immédiatement visibles, mais révèlent leurs effets plus tard, offrant au joueur une gratification ou, au contraire, une culpabilité plus profonde selon son choix. Dans Detroit Become Human, les actions du joueur impactent le futur des androïdes et de l'humanité, menant à des fins multiples, comme on l'a dit, basées sur le karma et les décisions. Pensez en termes de dilemmes moraux et de responsabilité. Les jeux avec un système de karma permettent aux joueurs d'explorer des dilemmes éthiques et moraux qui n'ont pas de réponse claire. Ces jeux stimulent la réflexion sur les choix et leurs conséquences. Sur l'image de droite, comme on le voit, dans Bioshock Infinite, les choix moraux ne sont pas toujours faciles à catégoriser, est-ce que c'est bien ou mauvais, et le joueur peut justement être confronté à des décisions qui défient ses croyances personnelles. Il faut penser aussi en termes d'implication philosophique du karma. L'impact des choix sur le karma dans les jeux vidéo peut pousser le joueur à s'interroger sur des questions profondes de bien, de mal, de sacrifice et de rédemption. Dans Spec Ops The Line, le jeu pousse le joueur à réfléchir sur les conséquences de leurs actions et sur ce que signifie en fait d'être un héros. Quels sont les défis du karma? C'est maintenir un équilibre entre liberté de choix et de narration. Les concepteurs justement doivent s'assurer que les choix du karma ne brisent pas l'immersion du jeu tout en permettant aux joueurs de ressentir une réelle influence sur l'histoire, et rendre le karma significatif. Le système de karma ne doit pas être arbitraire. Chaque décision doit se sentir importante et les conséquences doivent être crédibles. Le karma dans The Witcher 3 n'est pas seulement une question de bien ou de mal, justement, mais c'est un impact moral plus complexe qui affecte le monde de manière très subtile. Intéressons-nous cette fois-ci au world building, et je fais encore une fois une petite parenthèse pour vous reparler du programme Scriptonaut qui décrit de façon plus profonde comment écrire les règles d'un univers. Le world building, c'est l'art de créer un monde fictif, que ce soit pour un jeu vidéo, justement, on l'a dit, un film, un roman ou une série. Cela va inclure non seulement la construction physique du monde, donc là on va décrire la géographie, le climat, la faune et la flore, etc., mais aussi sa culture, son histoire, ses lois, ses systèmes sociaux et politiques. Le but étant de créer un univers cohérent, riche et crédible, dans lequel l'histoire et les personnages peuvent évoluer. Dans le jeu vidéo, le world building est essentiel justement pour donner une profondeur à l'univers du jeu vidéo. Un monde bien construit ne se limite pas à un simple décor, il devient un personnage à part entière, ce qui va influencer les choix du joueur, l'intrigue et l'expérience générale du jeu. Dans Skyrim et dans Witcher 3, on a des exemples parfaits où le world building joue justement un rôle clé. Ces jeux offrent un monde vivant, avec des histoires et des cultures qui se superposent et qui interagissent, ce qui va enrichir l'expérience du joueur. On peut voir sur la droite une carte qui
provient du monde de Skyrim. Tout d'abord le lore. Le lore désigne l'ensemble des mythes, les légendes, les événements historiques et les connaissances culturelles qui forment l'histoire et la profondeur d'un univers fictif. C'est la toile de fond narrative qui donne du sens au monde, ses peuples, ses conflits et ses dynamiques sociales. Un lore solide va constituer un cadre qui enrichit l'expérience du joueur en apportant de la consistance et en élargissant la portée de l'histoire. Quel est son rôle? Le lore ne se limite pas justement aux événements historiques, il inclut aussi, c'est très complexe, donc la philosophie, la religion, la politique, les traditions, les systèmes économiques et sociaux. Tout ceci façonne le monde et influence les personnages, les actions du joueur et la dynamique générale du jeu. Un lore bien conçu apporte de la crédibilité au monde et permet aux joueurs de se sentir immergés dans un univers cohérent. Tout d'abord, il faut réfléchir aux règles et aux lois du monde. Tout d'abord, les lois naturelles. Chaque monde doit avoir un ensemble de règles physiques et naturelles qui régissent son fonctionnement. Cela va inclure la gravité, la météo, la géographie, la faune et la flore. Ces règles sont essentielles justement pour créer un environnement crédible. Dans Horizon Zero Dawn, on peut voir le bestiaire à droite. Le monde présente une faune et une flore futuristes où la nature a été modifiée par la technologie. Il faut raisonner en termes de lois sociales et culturelles. En plus des lois naturelles, chaque société dans ce monde-là doit avoir ses propres règles. Cela inclut les normes sociales, les religions, les systèmes juridiques, la moralité et les interactions entre groupes sociaux. Il faut raisonner aussi en termes de règles magiques ou fantastiques. Si l'univers inclut des éléments fantastiques ou magiques, il faut aussi établir les règles de la magie, des super-pouvoirs et des créatures mythologiques. Comment cette magie fonctionne, quelles sont les limites de leur pouvoir, il faut raisonner aussi en termes de limites de la magie, et quelles conséquences, éthiques ou morales, ont-ils sur le monde. Donner une contextualisation historique et culturelle. Donc raisonner en termes de l'histoire de ce monde-là, du monde qu'on construit. Chaque monde a une histoire qui explique comment il en est arrivé là. Il y a eu des événements historiques, il y a eu des guerres, des découvertes technologiques, et même des catastrophes naturelles, possiblement, qui ont eu un impact sur la culture et la société du monde. Dans BioShock Infinite, on peut le voir sur la droite, on a une affiche de propagande raciale dans BioShock Infinite qui donne un contexte à cet univers. L'histoire de la ville volante de Columbia, justement, il y a un héritage racial et politique qui façonne les événements du jeu. Le passé de la ville influence directement le comportement des personnages et les motivations des différentes factions qu'on rencontre pendant le jeu. Raisonner en termes de culture et de société, la culture d'un monde est façonnée par son histoire, sa géographie, ses valeurs et ses croyances. On va devoir raisonner en termes de musique, en termes d'art, de nourriture, de mode de vie et même de structure familiale et sociale. La diversité des cultures dans un monde va créer justement une richesse narrative. Pensez en termes de références historiques et mythologiques, les créateurs de mondes, donc les world builders, peuvent s'inspirer des événements réels, et il faut s'inspirer d'événements réels et de mythologie, justement, donc mythologie grecque, mythologie romaine, etc., pour pouvoir enrichir la profondeur du monde. On peut s'inspirer d'empires déchus, de légendes anciennes ou de systèmes de croyances. Pensez en termes d'écosystèmes sociaux et politiques. Quelle est la structure sociale de ce monde-là? Dans tout monde fictif, il existe des hiérarchies et des rôles sociaux. Qui détient le pouvoir? Qui sont les opprimés? Quelles sont les classes sociales? La structure sociale va affecter la politique, les relations entre les personnages et les groupes, ainsi que les mécanismes de pouvoir. Dans The Last of Us, on présente justement une société post-apocalyptique où les groupes sociaux sont organisés autour de refuges et de factions. Les structures de pouvoir sont souvent corrompues, ce qui influence fortement les choix des personnages et la dynamique du jeu. En termes de politique et de conflits, il faut raisonner en termes de conflits politiques qui soient internes, par exemple ça peut être des guerres civiles ou des révolutions, ou externes, des invasions, des conquêtes, ce qui va façonner l'histoire et la société du monde. Comment ces conflits ont-ils été menés? Qui les mène et pourquoi? Raisonner en termes d'économie et de technologie. Donc il faut raisonner aussi au système économique. Quelle est la principale source de richesse dans ce monde? L'économie est-elle basée sur des ressources naturelles, des produits manufacturés, toute autre forme de capital? Comment les richesses, justement, sont par la suite distribuées? Quel impact sur la structure sociale? En termes de technologie et d'innovation, la technologie façonne le monde en termes de communication, de transport, d'armement, de médecine et plus encore. Comment la technologie est-elle utilisée justement par les différents groupes et quelles inégalités cela va créer? Dans Cyberpunk 2077, l'avancée technologique façonne chaque aspect du monde, des implants corporels aux véhicules volants, ce qui va créer une société à la fois ultra avancée et déshumanisée. Il faut raisonner aussi à la faune et à la flore. Les animaux et les plantes ne sont pas seulement décoratifs, mais font partie intégrante de l'écosystème du monde.
Leur existence influence l'interaction du joueur avec l'environnement et peut être utilisée pour enrichir l'histoire et la dynamique de gameplay. Il faut qu'évidemment que la faune et la flore aient une cohérence avec le lore. La faune et la flore ajoutent de la profondeur au monde en contribuant à sa culture, son histoire et sa symbolique. Elles peuvent également servir à renforcer le message du jeu, comme dans Far Cry Primal, où les animaux sont essentiels à la survie et à l'évolution du joueur. Dans Zelda Breath of the Wild, les plantes, justement, qu'on peut voir à droite, offrent des potions, des remèdes, et les animaux peuvent être chassés pour la nourriture ou utilisés dans des combats. Il faut raisonner en termes de monde cohérent. La consistance est la clé du world building. Chaque détail, aussi minime soit-il, doit avoir une logique interne et une raison d'être. Il ne suffit pas de créer un monde fascinant, il faut aussi qu'il soit crédible. La crédibilité est extrêmement importante parce que c'est ce qui va permettre aux joueurs de rester immergés dans le jeu. Dans Witcher 3, chaque zone du monde a une identité visuelle et culturelle unique, mais les éléments justement naturels, historiques et sociaux qui les composent se rejoignent pour créer cette fameuse expérience immersive. Il faut avoir aussi une immersion dans les détails. L'immersion dans un monde fictif dépend de la profondeur de son développement. Cela va inclure la création des traditions, les fêtes, les légendes, les vêtements, les technologies qui vont rendre ce monde vivant et tangible. Red Dead Redemption est un excellent exemple de monde immersif où les détails des environnements, des personnages et des interactions sociales justement renforcent cette immersion. Raisonner en termes de conception visuelle du monde. Alors là, on est évidemment à la limite entre narrative designer et le lien avec les artistes. Le rôle central de la direction artistique. La direction artistique joue un rôle fondamental dans la création d'un univers cohérent et immersif. Elle permet de traduire visuellement les concepts de world building en s'assurant que chaque aspect du monde, qu'il soit naturel, urbain ou magique, soit bien conçu de manière à enrichir l'expérience du joueur. Une direction artistique bien pensée aide à renforcer les thématiques du jeu et va faire écho à l'histoire et à la narration. On peut penser ici, comme on le voit sur la droite avec Journey, à sa direction artistique minimaliste, très puissante, qui va utiliser le désert et l'architecture ancienne pour raconter une histoire de solitude et de quête, ce qui va plonger le joueur dans une expérience visuelle et émotionnelle unique. Raisonner aussi en termes de cohérence visuelle, la direction artistique doit s'assurer de la cohérence entre les différents éléments du jeu, donc les personnages, les objets, les environnements et même les interfaces utilisateurs. Les palettes de couleurs, les styles de dessin et les textures doivent s'aligner avec les règles du monde tout en véhiculant les émotions souhaitées. Concevoir des lieux mémorables. Les lieux emblématiques dans un jeu vidéo ne sont pas seulement des décors, ils sont souvent les éléments où l'histoire prend vie. Un lieu mémorable qui doit être à la fois fonctionnel par rapport au joueur et puissant visuellement. Il doit évoquer une émotion, ça peut être un sentiment de paix, de mystère, de danger ou d'émerveillement. Pour qu'un lieu soit mémorable, il faut prendre en compte l'architecture, la taille, l'échelle, la couleur, l'éclairage et la conception du terrain. Ces éléments doivent être soigneusement pensés pour assurer que le joueur se sente bien immergé dans le jeu, qu'il ait un souvenir marquant après avoir quitté la zone. On peut avoir en tête les montagnes glacées justement de Sovngrad dans Skyrim. On va pouvoir utiliser les couleurs et les ambiances, raisonner en termes de psychologie des couleurs. Donc les couleurs jouent un rôle crucial dans la création d'une ambiance et l'expression de la tonalité d'un monde. Par exemple, justement, des teintes sombres comme le bleu et les gris peuvent transmettre un sentiment de tristesse ou de danger, tandis que des couleurs vives, comme le jaune et le vert, peuvent évoquer la joie, l'espoir ou la vie. En termes d'ambiance et d'effets visuels, l'ambiance d'un environnement est créée par l'interaction entre la lumière, les ombres et les couleurs, et in fine avec les effets spéciaux tels que des éléments de particules, de fumée, etc. Un monde lumineux et ouvert peut induire un sentiment de liberté et de découverte, tandis qu'un environnement sombre, comme on peut le voir dans le jeu Limbo à droite, est oppressant et va créer une sensation de danger et de suspense. Pensez en termes de design des environnements urbains et naturels. Les environnements urbains, tout d'abord, la conception d'un environnement urbain doit tenir compte de l'histoire de la culture du monde qu'il représente. Les bâtiments, les routes, les places publiques et même l'architecture des bâtiments doivent refléter la société, les classes sociales, l'histoire, la technologie du monde. Un environnement urbain peut être conçu pour véhiculer des sentiments d'oppression, de prospérité, de chaos, voire de sérénité, selon le message voulu par les designers. On peut avoir en tête justement la ville de Night City qu'on voit à droite dans Cyberpunk 2077. C'est une ville futuriste avec une architecture massive, crade et remplie de néons, qui reflète l'ambiance dystopique et corrompue de l'univers du jeu. Pour les environnements naturels, donc les espaces naturels tels que les forêts, les montagnes, les océans, sont évidemment tout aussi importants dans la construction d'un monde cohérent. On l'a dit, raisonner en termes de végétation, d'animaux, de changements de saison, de topographie, ce qui va créer des espaces qui peuvent évoquer
la beauté, la sérénité, le mystère ou la dangerosité. Alors, il y a une conception qui va différer entre des mondes ouverts et des mondes linéaires. La conception d'un monde ouvert nécessite de penser à l'interaction entre exploration libre et immersion narrative. Les mondes ouverts offrent aux joueurs justement une liberté totale de navigation avec les fameuses quêtes principales et secondaires qui vont s'entrelancer dans l'environnement. Un monde ouvert doit offrir une grande diversité des lieux, d'activités, d'interactions pour maintenir l'intérêt du joueur. Vous voyez le lien ici entre le narrative designer, le level designer et le game designer. En termes de design linéaire, un monde linéaire en revanche est plus dirigé par le récit, avec des lieux créés pour renforcer une progression spécifique. Le niveau de liberté est restreint, évidemment, mais la cohérence narrative peut être plus facile à maintenir. On peut avoir en tête évidemment Uncharted, la série de Uncharted, ici plus spécifiquement Uncharted 4, avec les éléments designés de façon unique. Raisonnons en termes de symbolisme et d'iconographie visuelle. Le symbolisme dans un jeu vidéo, et pas que dans le jeu vidéo, ça peut être aussi dans le cinéma et dans les séries, peut être un puissant outil narratif, justement. Les éléments visuels comme les objets, les motifs ou même les couleurs peuvent symboliser des concepts plus larges, tels que des thèmes philosophiques, moraux ou sociaux. Cela peut également être utilisé pour représenter des personnages et des événements clés dans le jeu. En termes d'iconographie et de culture visuelle, l'iconographie visuelle peut aussi être utilisée pour ancrer un jeu dans un univers particulier. Des symboles et des motifs récurrents créent une cohérence culturelle et visuelle, justement qui permettent de renforcer cette fameuse immersion qu'on cherche par-dessus tout. Dans Assassin's Creed, dans l'univers des assassins, le logo de la lame secrète, les costumes, etc. jouent un rôle essentiel pour l'identité visuelle du jeu, ce qui va renforcer les thèmes de liberté et de lutte contre l'oppression. On peut voir ici sur la droite le fameux symbole des assassins, qui est justement inspiré du crâne d'un aigle vu d'en haut, ce qui est cohérent avec l'univers du jeu, avec l'aigle qui revient de façon très récurrente en tant que thématique de liberté. Il faut combiner évidemment narrative design et world building, les deux sont liés, c'est pas séparé. Donc raisonner en termes de relation entre l'histoire et le monde. Ce sont deux aspects complémentaires, le narrative design et le world building sont deux facettes interconnectées d'une même expérience. Alors que le world building construit l'environnement, la société et les lois du monde, le narrative design donne vie à ces éléments en les intégrant dans une histoire captivante. Le monde fictif devient ainsi le terrain sur lequel l'histoire se déroule, et l'histoire influence la manière dont le monde est perçu par le joueur. On peut aussi donner comme métaphore, il faut comprendre avec la métaphore de l'iceberg que le world building, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est la partie énorme, ça prend beaucoup de temps de créer un monde et un univers, et la narration, donc l'expérience directe du joueur, ça va être la partie émergée de l'iceberg, qui est la partie visible, qui est directement visible par le joueur. Il faut penser aussi en termes de construction d'un monde à travers l'histoire. Un monde fictif, s'il est bien conçu, peut influencer directement la manière dont l'histoire progresse. Par exemple, les traditions, la politique et la religion du monde peuvent être des moteurs puissants du récit. Justement, à l'inverse, attention, l'histoire peut aussi influencer le monde à travers des événements déclencheurs, des changements sociaux ou des cataclysmes. Raisonner en termes de cohérence entre mécanique de gameplay et narration. Il faut qu'on puisse aligner gameplay et le récit. L'intégration du gameplay avec le récit est essentielle, justement pour garantir une expérience immersive. On parlera aussi, si ça ne fonctionne pas bien entre la narration, s'il y a une incohérence entre la narration, entre les thèmes narratifs et les mécaniques de gameplay, on parlera aussi de dissonance ludonarrative. Il faut que les mécaniques de gameplay servent le thème narratif. Les mécaniques doivent non seulement être fonctionnelles, mais aussi servir les thématiques du jeu. Donc une bonne intégration des mécaniques de gameplay peuvent renforcer le message, l'émotion véhiculée par le récit. Les joueurs doivent avoir l'impression que leurs actions dans le jeu influencent réellement l'histoire. On va utiliser le level design pour enrichir le storytelling, on l'a dit, par la narration environnementale et par l'utilisation des architectures. Il faut intégrer les personnages dans l'univers. Les personnages ne sont pas seulement des acteurs du récit, ce sont des produits de l'univers dans lequel ils évoluent. Leur personnalité, leur comportement et leurs décisions doivent être en harmonie avec les règles fictives du monde. De plus, la manière dont les personnages interagissent avec le monde et l'histoire peuvent en dire long sur leur motivation, leur relation avec d'autres. Il faut que les personnages soient en adéquation avec l'univers, donc les personnages doivent être façonnés de manière à ce que leurs actions, leurs motivations, leur comportement aient du sens dans le contexte de l'univers du jeu. Dans un monde fantastique, justement, les personnages peuvent posséder des pouvoirs ou des croyances qui font sens dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Éviter les contradictions internes, donc il faut qu'il y ait une cohérence interne. L'idée est de pas forcément de créer un monde qui ressemble au nôtre. Il faut qu'il y ait une cohérence interne entre
la narration, les règles établies et le world building, justement, cela va inclure la continuité des personnages, les événements, les règles du monde, sans anomalie ou incohérence, qui va évidemment briser l'immersion du joueur si c'est le cas. Il faut raisonner en termes de planification et de documentation. Une approche structurée du narrative design et du world building permet de prévenir les contradictions. Donc on va tenir, on en reparlera dans un prochain cours du GDD, donc il y a le document central de tout jeu. On va pouvoir décrire le world building, la narration, etc. sur le long terme. La création de ces documents de référence vont détailler, on l'a dit, les lois de l'univers, l'histoire, etc. On en reparlera dans un prochain cours. Voilà, ce cours est terminé justement et je vous dis à tout de suite pour un prochain cours.